L'immobilier neuf à l'honneur. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 19e édition des Clés de l'Immo, les clés de l'immobilier, ici en direct sur le plateau de Figaro Immo, sur le Facebook Live de Figaro Immobilier et sur la homepage du Figaro.fr. On est très heureux de vous recevoir ici comme chaque vendredi en direct pour répondre à vos questions, vous qui souhaitez investir dans l'immobilier, acheter une maison, un appartement. Chaque semaine, notre credo, c'est de répondre à vos questions, de vous aider à la fois éviter des pièges et puis de vous donner des bons conseils. Alors après l'achat-vente qu'on a vu avec les notaires la semaine dernière, aujourd'hui on va parler donc de neuf, d'immobilier neuf. On va parler fiscalité, on va parler investissement locatif Pinel, démembrement, nue propriété, beaucoup de choses dans le neuf à savoir, avec quelqu'un, un expert qui est déjà venu ici, c'est Franck Vigneault. Bonjour Franck. Bonjour Olivier. Directeur du laboratoire de l'immobilier. En quelques mots, le laboratoire de l'immobilier. C'est un service d'études qui réalise des études de marché essentiellement pour les promoteurs, pour les aider à s'implanter, à étudier leurs projets en amont et aussi en aval pour la commercialisation. Très bien, merci beaucoup. Et donc, depuis l'annonce de votre venue, on l'a évoqué sur les différents sites internet du groupe et beaucoup de questions. Vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à poser les questions. On en a récolté près d'une centaine. On ne pourra pas tous, on s'excuse par avance évidemment, les évoquer aujourd'hui, mais on a déjà en tout cas une sélection. Et n'hésitez pas, si vous nous suivez en direct, à nous interpeller, à poser vos questions. On pourra évidemment y répondre de façon très précise. Et très clair, comme toujours, Franck, comme d'habitude. Nous allons essayer. Allez, première question. Alors, question de Sybille. J'ai un budget de 150 000 à 200 000 euros que je souhaite investir dans le Grand Lyon. Nous souhaitons mettre en location avec mon mari un 2 pièces. Quels sont les secteurs à privilégier ? Sur le Grand Lyon, alors quand on est lyonnais, effectivement, on pense tout de suite à l'ouest de Lyon, les Monts d'Or, les quartiers qui sont très prisés. Avec un budget de 150 000 à 200 000 euros, on risque d'être un petit peu juste. Ce sont des quartiers, des secteurs qui sont assez recherchés avec des prix de vente qui atteignent très rapidement 5 000 euros, voire plus de 5 000 euros. Donc il y a d'autres solutions de repli, toujours sur l'ouest. Je pense à des communes comme Francheville, comme Craponne, où on va trouver des prix de l'ordre de 4 600, 4 800 euros le mètre carré. Donc on sera juste dans la fourchette pour un T2 par exemple. Parce que juste Lyon a pris énormément en pourcentage, Lyon en tout cas dans l'ancien, près de 8% sur une année. Dans l'ancien, dans le neuf, ça a été le Alors même. dans le neuf, je n'ai pas l'évolution en termes de pourcentage, mais on a des prix de vente qui dépassent depuis très longtemps les 5 000 euros et les 6 000 euros ne sont pas rares. Donc alors Francheville notamment, sur la partie ouest, possibilité, Francheville, Craponne. Autre solution, cette fois-ci se diriger vers le nord de Lyon. Je pense à une commune comme Satonécan par exemple, sur laquelle il y a eu pas mal de constructions, donc il y a de l'offre. On est sur des prix qui sont inférieurs à 4 000 euros le mètre carré. C'est une commune qui est très bien desservie par le train, très proche de Lyon. Donc bonne possibilité. Autre solution, cette fois-ci elle est plutôt vers l'est de Lyon. Donc on va alors où ça, l'est de Lyon? Villeurbanne évidemment, qui est un petit peu le 10e arrondissement lyonnais. Alors Villeurbanne a toujours la cote, ça a été le cas à un moment après. Oui, on a dit, ça reste quand même une valeur sûre. L'intégration est quasiment réalisée avec Lyon. Donc on aura malheureusement des prix relativement élevés à proximité des arrondissements lyonnais. On peut trouver des choses intéressantes plutôt sur l'est de Villeurbanne. Il y a des communes également comme Bron ou Saint-Priest, où on aura des prix cette fois-ci beaucoup plus raisonnables. Attention toutefois au choix du quartier, parce qu'il y a certains secteurs où on a des gros ensembles sociaux qui ne sont pas toujours très attractifs pour faire venir des locataires, on va dire classiques, qui ne peuvent pas bénéficier d'un logement social. Et puis Lyon, donc secteur évidemment à suivre, métropole économique très, très, très dynamique en tout cas, et puis beaucoup d'étudiants, je crois qu'il y a près de 200 000 étudiants à l'horizon 2025, donc là aussi, quand on veut mettre en location, pour éviter, ce qui est quand même dramatique entre guillemets, c'est la vacance locative. Le fait de ne pas avoir de locataires, il faut quand même qu'il y ait une rentabilité, donc des secteurs comme ça très étudiants et puis des réseaux de transport qui se développent de plus en plus. Absolument, voilà. Lyon, c'est vraiment une valeur sûre et ça permet d'éviter le risque d'absence de locataires qui peut remettre en cause l'avantage fiscal. D'accord. Alors, question suivante, question d'Emeric. Quels sont les avantages à investir dans le neuf par rapport à l'existant? L'immobilier classique n'est-il pas plus rassurant quand on sait les retards constants dans le neuf?
C'est vrai que ça arrive, hein, les Alors, retards dans le neuf. c'est vrai qu'on parle actuellement souvent de retard, de livraison. Alors, il y a plusieurs possibilités, plusieurs explications. Ça peut être un retard dans la commercialisation. Le promoteur a du mal à vendre son opération, donc il va décaler ses travaux, décaler sa livraison. Sachez pour information qu'il y a certains promoteurs d'ailleurs qui proposent des garanties en cas de retard, sous forme d'indemnisation, s'il vous faut payer des loyers supplémentaires. Le neuf a quand même des gros atouts, alors je ne vais pas tous les citer. Alors si on fait justement avantage inconvénient. Les principaux intérêts du neuf, évidemment vous avez un logement qui est en parfait état, donc sur lequel vous n'aurez pas de travaux effectués pendant au moins une dizaine d'années, le temps de l'investissement. Un logement qui est très performant sur le plan énergétique, donc vous aurez moins de charges pour votre locataire, moins de consommation. À titre d'exemple, un logement qui est construit dans les années 70 consomme entre 5 et 6 fois plus d'énergie pour le chauffage et la production d'eau chaude. Donc une valeur verte très importante. Valeur verte et un produit attractif aussi pour les locataires qui paieront moins de charges. Intérêt supplémentaire des frais d'enregistrement, les frais de notaire, réduits, voilà. Entre 2 et 3% pour le neuf contre 7 à 8 pour l'ancien. Sachez qu'il y a des communes, de nombreuses communes également, qui proposent d'être exonérées de taxes foncières pendant 2 ans. Donc là aussi encore une économie. Alors lesquels exemples ? Alors, je n'ai pas d'exemple précis. Je sais que Argenteuil, par exemple, sur l'Île-de-France, le propose pour avoir questionné la mairie récemment. Mais ça vaut vraiment le coup de se renseigner. C'est l'équivalent de 2 mois de loyer qu'on peut économiser en tant qu'investisseur. Autre intérêt, quand on est sur du neuf, on peut personnaliser son logement si on est suffisamment en amont. On peut choisir le revêtement de sol, le carrelage, le parquet. On peut éventuellement même modifier un petit peu l'agencement des pièces, bouger une cloison sans toucher à la structure évidemment. La plupart du temps gratuitement, sauf éventuellement des petites modifications mais qui feront l'objet d'un devis du promoteur. Donc on peut avoir quelque chose qui nous correspond un peu plus, en tout cas qui nous satisfait plus. Intérêt aussi du neuf, c'est qu'on a la plupart du temps des places de stationnement, voire 2, ce qui n'est pas toujours le cas des vieux immeubles dans les centres-villes. Allez, un petit dernier, on a également souvent des charges de copropriété qui sont beaucoup plus légères. On sait très bien qu'il y a des vieilles propriétés qui sont vraiment en réelle difficulté parce qu'on a des montants de charges exorbitants que les locataires n'arrivent plus à payer. Donc, bien résumé, en tout cas Franck, c'est vrai que si le neuf coûte plus cher que l'ancien, au final, en tout cas sur plusieurs années, on fait en tout cas des économies sur la performance énergétique, sur les charges de copropriété, sur les droits de mutation dès le départ qui sont moins élevés. Et puis voilà, c'est aussi le plaisir d'habiter dans un nouveau logement qui n'a jamais été habité avant, en tout cas sur le neuf, qui est confortable, et donc de bénéficier en fait de tous ces avantages, même si c'est vrai qu'il y a des retards, on le sait, dans certaines livraisons, ça arrive et on l'évoquera effectivement, on l'évoquera un peu plus tard. Question suivante, alors question de Roland. Si je dois faire cette année un Pinel en région parisienne, donc investissement locatif, quelles sont, attention, les meilleures rentabilités et les plafonds de loyer et de ressources ont-ils changé? Merci pour votre réponse. Alors le Pinel, on peut rappeler le principe. Alors le Pinel, c'est le principe, vous achetez un logement neuf que vous allez louer nu à titre de résidence principale pour une période de 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Il faut respecter des plafonds de ressources pour le locataire, respecter des plafonds de loyer par zone géographique et en contrepartie, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt de 12%, 18% ou 21%. Alors quand on parle région parisienne, on pense spontanément à Paris ou éventuellement à la première couronne, ce qui n'est pas forcément le bon réflexe. C'est vrai qu'on a un marché très tendu, mais on a des prix de vente très élevés, que ce soit Paris, l'Ouest parisien, des communes comme ici les Moulineaux, Montrouge. Et de fait, ce n'est pas intéressant de faire du Pinel parce que... vous déconseillez? Je le déconseille, oui, c'est vraiment la triple peine. Triple peine pour l'investisseur. Donc il n'y a plus de Grand Paris, il n'y a plus d'interminable. Je ne parle pas du Grand Paris, je parle de vraiment Paris et la couronne toute proche, en tout cas pour certains secteurs. La triple peine, pourquoi? Parce qu'on a un plafond de prix de vente de 5 500 € le mètre carré maximum, alors qu'on dépasse largement les 8 000, 9 000 et 10 000 mètres carrés pour le prix du neuf. On a un deuxième plafond qui est une enveloppe de 300 000 €. Ça veut dire que l'investisseur qui peut acheter un bien à 420 000 € en fait, ne pourra pas être défiscalisé sur la totalité de son investissement. Il y a une partie en fait qui ne servira quasiment à rien. Et troisième peine, c'est le plafond de loyer qui est bien plus bas que le loyer de marché. Donc on aura un rendement locatif qui sera très très faible. De l'ordre de combien à peu près? Ça peut être du 2,2 points, donc c'est vraiment très peu intéressant, sachant que c'est du rendement brut, il peut y avoir des frais ensuite évidemment liés à la gestion. Donc très clairement, je déconseille le Pinel, il vaut mieux à la limite louer en libre sur ces secteurs.
Si vous voulez vraiment faire du Pinel sur la région parisienne, il y a des secteurs plus intéressants. En première couronne également. Alors il faut aller sur d'autres territoires, je pense à la Seine-Saint-Denis, il y a des communes comme Aubervilliers, comme Saint-Denis. Ouais. Saint-Ouen aussi. Saint-Ouen, voilà. Ouais. Alors là, on va trouver des prix entre, là aussi, 4 600 4 800 euros. Sur Bondy, on peut descendre même en dessous de 4 000 euros le mètre carré. Ce sont toutes des communes qui vont bénéficier de l'arrivée de nouvelles gares du Grand Paris Express. On parlait du Grand Paris, donc voilà, il y a une vraie dynamique qui s'installe. Oui. Il y a des choses intéressantes aussi dans le Val-de-Marne. Il y a par exemple des communes comme Villiers-sur-Marne ou Vitry-sur-Seine, là où on a encore des prix qui sont raisonnables, ou alors on peut encore s'éloigner. On peut aller dans les Yvelines, ça peut être Marly-le-Roi, le Port-Marly. Ça vous conseillez donc dans les Yvelines, du côté de Marly-le-Roi, oui, par exemple, ouais. Voilà, s'éloigner un petit peu vraiment de la toute première couronne où on a des rendements très faibles et des prix très très élevés, pour, là aussi, derrière, finalement, proposer des loyers attractifs et viser la clientèle du Pinel, qui est une clientèle... Et sans risque de vacances locatives. Sans risque, et une clientèle qui a des revenus dits intermédiaires. Voilà. Très bien. Question suivante. Alors, question de Stéphane. Pardon, juste sur les plafonds de loyer. Alors, on rajoute, bien sûr. Effectivement, tous les ans, généralement au cours du premier trimestre, on a un décret qui fixe les nouveaux plafonds de ressources et de loyer. Ça devrait tomber là cette année aussi également, avec un effet rétroactif au 1er janvier. Voilà. Généralement, pour l'instant, ça ne bouge pas. Enfin, ça a pas. On attend. Ça dépend des années. En 2018, le plafond de ressources a évolué de 1%. Les loyers ont évolué de 0,7, 0,8. C'est pas systématique. En 2017, par exemple, les loyers n'avaient pas bougé. Donc ça devrait se produire cette année, mais le décret pour l'instant n'est pas sorti. Donc on attend, il devrait sortir. Là, dans le courant du premier trimestre. Bon, donc Roland, on vous avertira. Donc courant du premier trimestre, on aura ces plafonds en tout cas de loyer et de ressources pour le Pinel. Alors question suivante, question de Stéphane. On met souvent en opposition Nantes et Rennes pour investir. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux villes pour placer son argent ? Alors, c'est pas facile de départager ces deux communes qui sont un petit peu les championnes actuellement, qui ont vraiment une très bonne image. Beaucoup d'intérêt pour les investisseurs pour ces deux communes. Alors, si on doit faire un tableau entre les deux avec quelques chiffres, Rennes, on a 215 000 habitants. La commune est peut-être un petit peu moins dynamique au niveau démographique que Nantes. Très jeune. Oui. Commune très jeune, on a 65 000 étudiants, donc ça c'est un atout important. Faible taux de vacances, on a 42% des logements qui sont occupés par des locataires, donc on a un réservoir potentiel très important. Et fait important, on a le métro aussi, donc c'est un gros atout. En termes de prix, on va être de l'ordre de 4 400, 4 500 euros le mètre carré. Bon. Métro, il y en a un, il y en aura un deuxième, il va y en avoir un deuxième. Voilà, il y a des projets effectivement de nouvelles lignes. Donc ville dynamique, peut-être pas tant que ça au niveau démographique, mais déjà des infrastructures et un gros bassin étudiant. Pour Nantes, alors là on est sur un bassin un peu plus gros, 300, 3000 habitants, et une population qui évolue plus vite, 3 fois plus que Rennes, un taux de vacances très bas là aussi, 6,2%, 42% là aussi de logements occupés par des locataires. On a un petit peu moins d'étudiants, 56 000, ça reste quand même un gros bassin. Il n'y a pas le métro, il y a le tramway. Et en termes de prix, là aussi, ça se tient, les deux communes se tiennent, on est à 4 400, 4 500 en moyenne, je précise, parce qu'il y a des opérations qui dépassent les 6 000 voire 7 000 euros le mètre carré. Oui, là bien sûr on parle pour le neuf. Absolument, bien sûr. Oui. Et puis surtout sur des opérations pour de l'investissement. Quand on est sur du très haut de gamme, très proche du centre, on ne vise pas du rendement, on va être sur un produit plus patrimonial avec des rendements très très faibles. Et donc pour répondre à Stéphane, typiquement, alors vous, s'il fallait se mouiller, ce serait plutôt Nantes ou Rennes? Alors il faut quand même... Alors... ça dépendra de l'offre, parce qu'il y a cette contrainte-là aussi. Pour information, en 2018, il n'y a eu que 2200 permis de logements collectifs autorisés sur Nantes. Donc il y aura peut-être une contrainte aussi de produits disponibles pour investir. Bon, en tout cas, c'est ouvert. Les deux villes sont évidemment intéressantes. Deux très bons choix d'ailleurs. Si vous allez sur le Figaro Immobilier, on avait fait, comme chaque année, un palmarès des villes où investir. 2018, c'était Montpellier qui était arrivé en tête, deuxième Nantes et troisième Rennes. Donc là aussi, voilà, des bons placements dans l'immobilier. Je vous invite d'ailleurs à regarder, si vous n'avez pas fait, ce dossier sur les placements pour investir dans les villes qui ont la cote. Question suivante. Alors, question d'Henri. La loi de finances propose un dispositif de Normandie dans l'ancien. Est-il plus intéressant que le Pinel dans le neuf, car il y a les mêmes réductions d'impôts? N'est-ce pas une arnaque, nous dit Henri, car il est question d'acheter des biens qui nécessitent de gros travaux dans des quartiers de communes défavorisées. Arnaque, alors
Alors, remarque, je ne crois pas. On est vraiment sur deux dispositifs qui ont des objectifs très différents. Même si les avantages fiscaux, les conditions de location de ressources sont les mêmes, pour le Pinel, très clairement, l'objectif c'est de produire des logements neufs sur les territoires les plus tendus, donc essentiellement l'Île-de-France et les grosses métropoles régionales. Pour le de Normandie, cette fois-ci, l'objectif c'est de rénover des logements anciens existants. Alors c'est vrai qu'on va être sur des communes plutôt de taille moyenne à petite. Ces communes, quelles sont-elles? La liste en fait va être définie par un arrêté ministériel, mais il y a d'ores et déjà une liste existante de 222 communes, dont 209 d'ailleurs en France métropolitaine. Cette liste, ce sont des communes qui bénéficient du plan Action Cœur de Ville. Voilà. Et là-dessus, c'est vrai qu'on trouve des communes qui sont classées en zone B2 ou en zone C. Alors arnaque ou pas, non, je crois qu'il y a deux risques principaux. Le premier, effectivement, c'est d'aller rénover un logement dans une ville qui est sinistrée, où les commerces sont fermés, il y a beaucoup de logements vacants, on est sur un déclin démographique, donc attention au choix de la commune. Autre écueil également, c'est le coût de la rénovation, surtout si c'est une rénovation lourde. Le minimum, c'est 25% du coût total pour les travaux. Oui. Si vous vous lancez vous-même dans une rénovation, sachez que c'est parfois compliqué. On peut rapidement arriver à un surcoût, ce qui peut remettre en cause l'équilibre financier de l'opération. Une autre solution, c'est de passer par un intermédiaire qui va vous livrer un produit clé en main, mais évidemment, ça a un coût et donc ça se fera au détriment du rendement locatif. Donc prudence sur le choix de la commune. Mais voilà, c'est comme pour le Pinel, donc c'est adapté à l'ancien, uniquement pour des logements, on va dire, dégradés entre guillemets, 25% du coût de l'opération, en tout cas de réhabilitation, avec des réductions d'impôts, là aussi, donc en tout cas quand on met en location sur 6 ans, 9 ans ou 12 ans, donc 12, même chose. 18 ou 21% de réduction d'impôts. Alors, certains ont commencé à faire des tableaux, notamment la FNIM la semaine dernière dans une conférence de presse évoquait des rentabilités sur plusieurs villes qui sont dans ce plan Action Cœur de Ville. Ils évoquaient notamment Auxerre, Carcassonne, Saint-Nazaire, avec des rentabilités, dit la FNIM, en tout cas de l'ordre de 5 voire 6%. Ça vous paraît possible, Franck? Dans l'ancien pur, pourquoi pas, sous réserve de trouver un locataire, notamment vous avez évoqué Carcassonne. Dans l'ancien rénové, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Et puis l'objectif aussi du propriétaire, une fois qu'il a rénové son logement, c'est de le valoriser. Donc généralement, tout en respectant les plafonds du Pinel, puisque ce sont les mêmes plafonds, il va essayer d'augmenter un petit peu son rendement locatif. 5%, 6% en tout cas, ça me paraît un petit peu exagéré. Donc ça vous paraît gonflé? Il faut le dire. Gonflé, alors l'effet de levier, il est simple. C'est le loyer étant plafonné, ça va être sur le prix du logement. Donc si vous voulez un rendement élevé, ça veut dire qu'il faut que vous achetiez un prix très très bas. Si le prix de l'immobilier est très bas, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il n'y a pas de pression, pas de demande. Donc vous êtes sur un marché plutôt déprimé, ce qui n'est pas forcément bon signe. Donc pour cette rentabilité, en tout cas, attention, bémol, déjà se rendre sur place et voir vraiment des villes, parce ça va être des villes de la zone A jusqu'à la zone C, là aussi. Donc ça aussi, on a plutôt intérêt à aller sur des marchés un peu tendus pour justement éviter la vacance locative. Idéalement, méfiance, n'essayez pas de rechercher absolument une rentabilité à tout prix. Justement, la rentabilité a un prix et si derrière vous avez du mal à revaloriser, à revendre votre bien, finalement c'est beaucoup de risques pris pour pas grand-chose, peu de bénéfices derrière. Merci en tout cas Franck pour ces conseils. Vincent, alors j'ai fait un Robien il y a quelques années, Robien c'est dispositif d'investissement locatif, j'ai été déçu de la rentabilité, à peine 2%. Aujourd'hui, avant d'investir en Pinel, quels sont les conseils pour éviter des déconvenus? Alors, apparemment le Robien n'a pas marché pour Vincent. 2%, alors ça me semble très faible effectivement, d'autant que les plafonds du Robien sont nettement supérieurs aux plafonds du Pinel, qu'ils ont été en plus réévalués régulièrement depuis que le dispositif a été lancé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Les conseils, bien choisir son emplacement, on en a parlé tout à l'heure, donc ne pas hésiter à aller sur place. Si vraiment vous ne le pouvez pas, il y a des outils formidables comme Google Maps, Street View, vous pouvez quasiment vous déplacer sur site. Concernant le choix de la commune, moi je vous invite à aller sur le site du laboratoire de l'immobilier. On met à votre disposition les indicateurs sur la commune, sur la tension, la vacance locative, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Ne pas chercher absolument une renta très très élevée, 6% aujourd'hui dans du Pinel. Ça me paraît exagéré, il y a des chances que les loyers soient surévalués, donc attention à ça. Le mieux vraiment, en plus, ce que je conseille vraiment, là c'est un petit peu différent parce qu'on a un internaute qui est déjà avisé, mais pour quelqu'un qui démarre, c'est de se faire accompagner.
par un conseiller en gestion de patrimoine. C'est un professionnel qui va d'abord établir votre bilan patrimonial, définir vos objectifs et choisir avec vous le bien qui est le mieux adapté à vos besoins. Il a accès à différents promoteurs, donc il choisira en toute indépendance le produit qui correspond le mieux à votre profil. Très bien. Question de Laurence. Avec les municipales de 2020, n'y a-t-il pas de risque de voir des programmes immobiliers prévus ne jamais voir le jour s'il y a un changement de maire? Nous souhaitons investir dans le neuf en région parisienne. On nous dit d'attendre après les élections. Est-ce plus sage? C'est vrai que chaque fois qu'on parle d'élections municipales, il y a une sorte de crispation qui se produit. J'ai entendu que certains maires actuellement demandaient aux promoteurs de terminer leur chantier d'ici fin 2019 pour ne pas avoir de grue en 2020, année électorale. Alors attendre un an, c'est peut-être déjà c'est long, c'est plus d'un an même, après les municipales. On ne sait pas si les taux vont repartir ou pas. Ce qui est certain, c'est que les prix, eux, ne baisseront pas dans le neuf par construction. Ensuite, comment éviter cela? Un blocage de chantier. L'idéal, je ne sais pas, mais une solution, c'est peut-être de n'investir, de n'acheter que dans une résidence dont les travaux ont déjà démarré. L'inconvénient, c'est que vous aurez moins de choix. C'est que la plupart des logements, notamment les mieux situés, seront déjà vendus. Si on reste ici, en l'occurrence, sur la région parisienne, le Grand Paris, c'est quelque chose qui est quand même déjà largement lancé, acté, donc il y a peu de chances que les opérations qui rentrent dans ce cadre-là soient remises en cause, donc c'est plutôt sécurisant. Bon, ça c'est vous... Pour le logement. Oui, pour le logement. Après, pour ce qui est du Grand Paris Express, c'est autre chose. C'est souvent lié quand même, c'est ça. Oui, mais on a quand même déjà un calendrier pour 2024 qui a été reprécisé, revalidé récemment, donc là-dessus c'est quand même assez sécurisant. Des secteurs également comme les zones d'aménagement concerté, les ZAC ou les écoquartiers, là ce sont des secteurs qui font l'objet d'aménagements sur le long terme qui ont été programmés. Il y a très peu de risques pour que ces opérations soient remises en question. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de logements, beaucoup de densité, mais pour le coup, il y a de très fortes chances pour que les opérations aillent à leur terme. D'accord, oui. En tout cas, oui, Laurence, la remarque est légitime. On recevait au Club Imo il y a quelques jours Guy Nafilian, qui est un grand monsieur de l'immobilier, qui a été pendant longtemps PDG de Kaufmann et Broad, qui est maintenant à la tête de Nafilian et Partners. Et il nous disait que sur le terrain, il avait justement beaucoup de maires qui disaient pour 2020, pas de grue, pas de chantier dans ma commune, donc à décaler des opérations, à reporter certaines opérations de logement. Il n'est pas le seul. Il y a eu aussi, on recevait récemment le patron de Vinci Immobilier Résidentiel qui disait aussi tirer la sonnette d'alarme sur des maires qui disent attention, on n'est pas sûr, ça ne verra peut-être pas le jour, d'autant s'il y a un changement de position qui prend le pouvoir dans telle et telle commune. Donc en tout cas, la question, elle est légitime dans le neuf, sachant qu'une opération entre le moment où on achète dans le neuf et la sortie de terre, il peut se passer entre un an et demi, 2 ans, voire plus parfois. Des fois plus, puisqu'on sait qu'il y a près de 30 000 logements qui sont encore bloqués, la plupart par des recours abusifs au permis de construire. Et ça aussi, c'est un des freins du neuf, même s'il va y avoir des actions menées pour essayer de débloquer le maximum de situations. Question suivante, question d'Étienne. Quels sont les meilleurs placements en résidence avec service? J'ai investi dans des résidences étudiantes il y a 6 ans. Le retour sur investissement est correct, mais limité, nous dit Étienne. Le dispositif Censi-Bouvard a été reconduit pour 3 ans lors de la loi de finances 2019, donc jusqu'à fin 2021. Il donne la possibilité d'investir dans principalement 2 types de résidences, les résidences seniors, médicalisées ou non, et les résidences étudiantes. Alors pour les résidences seniors, il faut être très vigilant sur le montant des loyers, le montant des charges, tout ce qui est service à la carte ou non, parce qu'on peut très rapidement faire monter la facture. Or, on sait très bien que certains retraités ont des retraites très limitées. On sait qu'on va vraisemblablement vers des retraites de plus en plus menues, en tout cas rétrécies, compte tenu de la réforme qui s'annonce. Donc, prudence à ne pas opter pour un produit qui va s'avérer trop cher et donc qui va évincer une partie de la clientèle. Pour les EHPAD, alors là c'est encore un petit peu différent, c'est un marché qui croît très peu en volume aujourd'hui pour des questions de coûts pour la collectivité. Donc on a souvent des petites opérations qui sont rassemblées, donc l'opérateur en fait va abandonner, le gestionnaire va abandonner certaines opérations pour regrouper les lits, pour en faire des opérations plus rentables et également conformes aux nouvelles normes.
Le risque pour un investisseur, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il achète une chambre d'EHPAD et que d'ici 10 ans, 15 ans, l'opérateur lui dise désolé, bien sûr. On ne peut plus faire les travaux nécessaires et donc je pars grosso modo avec cette fameuse convention tripartite et l'investisseur se retrouve avec un produit, une chambre de 20 mètres carrés qu'il a payé entre 150 et 200 000 euros. Donc grande vigilance. Sans gestionnaire, grande vigilance. J'ai en tête une opération il y a quelques mois sur la commune de Mireval dans l'Hérault où le numéro 2 du secteur a laissé tomber les investisseurs. Donc attention là-dessus. Autre possibilité, donc l'étudiant. Là on est plus proche, on va dire, de quelque chose de classique, même si quand bien même le gestionnaire ferait défaut et s'en irait, vous avez toujours la possibilité de continuer à louer en meublé. Quel type de rentabilité on peut attendre? La rentabilité moyenne aujourd'hui, on est sur du 4% hors taxe sur hors taxe, avec une fourchette qui s'étale entre 3,5 et 4,5. Oui, regardez, on a une inflation, alors selon les différents types, entre 1,6 et 1,8 sur 2018, donc finalement 4%, c'est pas si mal que ça, surtout sur un produit qui n'est pas si risqué finalement. Très bien, question suivante, alors question de Bernard. Les modalités du prêt à taux zéro, le PTZ, vont-elles changer cette année? Toutes les banques le proposent-elles si on veut acheter pour la première fois? Et est-ce que c'est si intéressant? Cette année, non, pas de changement. Pas de changement. Autant le Pinel, on attend, prêt à taux zéro, là, on a il ne se passera rien en 2019. Il y a eu des changements qui ont été effectués effectivement en 2018. En revanche, il est prévu pour 2020 que le PTZ dans le neuf, en tout cas, ne soit plus possible sur les communes classées en zone B2 et zone C. Voilà, ce sera possible uniquement dans l'ancien. Ouais, mais si d'ici là on revoit le zonage. Alors, ça c'est un petit peu le serpent de mer, hein, on en parle. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'avancée là-dessus. Il en était question effectivement dans la loi de finances 2018. On n'a jamais vu ce rapport d'évaluation. Donc, bon, pour l'instant, c'est un petit peu le statu quo. Est-ce que toutes les banques le proposent? Non, pas toutes. On va avoir signé une de convention nombreuses avec banques. l'État. Voilà, il faut qu'elles soient agréées. Agréées. Donc ça, posez la question tout simplement à votre banquier. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est très intéressant. Alors même si les taux, c'est vrai, sont très bas actuellement, là c'est un prêt qui ne coûte rien. Gratuit. Alors sous condition de ressources, évidemment, vous n'êtes pas propriétaire, donc c'est la première fois. Quand bien même vous auriez été propriétaire, si depuis 2 ans vous êtes locataire, vous pouvez ça, faut le rappeler, y prétendre. Ce n'est pas uniquement pour les primo-accédants. Il y a des conditions de ressources, bien sûr. Vous pouvez financer, selon les zones, jusqu'à 40% du montant de l'investissement. Oui, ce qui est énorme et ce qui a permis à beaucoup de ménages en fait, d'accéder à la propriété, jusqu'à 40%. Il y a des facilités également de règlement. Vous pouvez bénéficier de 5 ans de différé de remboursement. Donc pendant 5 ans, vous ne remboursez rien. C'est un prêt qui peut s'étaler jusqu'à 25 ans. Donc oui, ça vaut vraiment le coup de s'intéresser au sujet. Voilà, question suivante. J'ai environ 180 000 euros, nous dit Jérôme, que je souhaiterais investir dans un appartement neuf pour ma fille plus tard. J'aimerais louer pendant 6 ans en Pinel, et puis qu'elle en profite quand elle fera ses études. Quel secteur autour de Bordeaux m'assure de ne pas faire une mauvaise affaire et vont prendre de la valeur? Alors autour de Bordeaux, qui a pris énormément ces dernières années. Oui, j'allais dire, dans Bordeaux, ça risque d'être compliqué aujourd'hui d'acheter un T2, parce qu'on a des prix qui dépassent les 5 000 euros, voire 6 000 sur certains secteurs. Autour de Bordeaux, alors si on raisonne un petit peu par rapport à cette problématique d'étudiants, il y a des communes comme Pessac ou Talence où on a un très gros campus qui ont l'avantage en plus d'être desservis par le tramway, donc ça permet aussi de rejoindre le centre de Bordeaux qui sont très intéressantes. Très important toujours le transport évidemment. Surtout pour les étudiants, pour les étudiants qui ne sont pas toujours véhiculés. Donc voilà, deux communes intéressantes. Il y a également Mérignac où il y a également de nombreux établissements d'enseignement secondaire. Mérignac qui bénéficie aussi d'une ligne de métro, de tramway, qui permet de rejoindre directement le centre-ville. Donc voilà, 3 communes très intéressantes. Peut-être une petite observation quant au projet de Jérôme. Aujourd'hui, rien ne garantit que dans 6 ans, sa fille sera étudiante précisément à Bordeaux, que le logement sera bien situé par rapport à son lieu d'études. Entre-temps, il faudra qu'il ait l'obligation de louer son bien pour bénéficier de la réduction d'impôt. Il a un délai d'information de son locataire qui est de 6 mois. Donc il faut arriver à synchroniser le départ du locataire avec la rentrée scolaire de sa fille en admettant qu'elle soit bien. Voilà. En tout cas, non, ce sont des bons prudence là-dessus. C'est vrai qu'on se projette facilement avec cette vision-là. C'est quand même un exercice un peu compliqué. Raisonner surtout investissement, pas forcément derrière pour une étudiante, même si effectivement si vous pouvez cumuler les deux, c'est très bien. Mais attention à cela, c'est pas toujours aussi évident que ça. D'accord, on va prendre encore 2 questions. Alors, question de Brigitte, oui, ça revient régulièrement. Avec le prélèvement à la source cette année, qu'est-ce qui change pour le Pinel? Comment vont s'effectuer les paiements?
Alors pour ceux qui ont déjà investi, ils ont eu une bonne surprise cette année, le 15 janvier, puisque Bercy leur a fait un chèque, un virement, à hauteur de 60% de leur réduction d'impôt. Donc il y a un effet de trésorerie très favorable, puisque ils n'ont pas encore été prélevés de leur impôt, ils ont déjà leur réduction d'impôt qui est versée. Le solde sera versé, alors on ne sait pas trop si c'est juillet, août, début septembre, donc les 40% en tout cas durant l'été. Ce qui fait que de toute façon, il y aura un deuxième effet là aussi de trésorerie favorable, puisqu'il leur restera encore 4 mois de prélèvement d'impôt, alors qu'ils auront eu 100% de leur réduction d'impôt. Pour un investisseur qui va être livré aujourd'hui ou les années suivantes, eh bien tout simplement, il fera sa déclaration de revenus l'année prochaine, voilà. Donc en 2020. Une fois que Bercy aura fait sa petite moulinette, eh bien, il recevra sa réduction d'impôt en fait en septembre et elle lui sera versée à 100% au mois de septembre. Et l'année d'après, il y aura ce système d'avance de 60% en début d'année et le solde courant l'été de 40%. Très bien. Allez, la dernière question. Entre louer sur Airbnb sans trop de contraintes et risquer l'encadrement des loyers avec de mauvais payeurs, pourquoi, nous dit Eric, investir dans le neuf serait plus intéressant? Allez, on termine là-dessus. Alors, sans trop de contraintes, il y a quand même quelques contraintes. Oui, ça commence à se resserrer Airbnb. un peu. Oui, alors c'est maximum 120 nuitées. Ça veut dire quand même que vous avez 8 mois sans occupation du logement, c'est quand même 8 mois sans rendement. Vous devez, sur des communes comme Paris ou même Bordeaux, afficher votre numéro d'enregistrement. Donc, fameuse déclaration obligatoire. Impossible d'essayer de passer entre les mailles du filet. Sur les communes tendues de plus de 200 000 habitants, les maires peuvent exiger que vous demandiez une autorisation de changement d'usage. Ça peut prendre du temps, donc là aussi ça peut être une contrainte. Par rapport à un investissement dans le neuf, Airbnb ne vous offre pas la possibilité de défiscaliser. Vous n'avez pas de réduction d'impôt. Sur du Pinel, vous allez avoir une occupation toute l'année, normalement, sur 12 mois, donc un rendement locatif sur 12 mois. L'encadrement des loyers, ça c'est un vaste sujet, voilà. C'est un petit peu le serpent de mer, il est validé, invalidé, il revient pour l'instant uniquement sur Paris. Uniquement sur Paris, fin du premier trimestre on 2019. Attend la publication des plafonds, voilà. C'est compliqué à mettre en œuvre, c'est très controversé, on sait qu'il y a eu des expériences précédentes de blocage des loyers, même si ça part d'une bonne intention, on sait que 1914, 1948, ça a eu des effets dévastateur sur le parc en termes d'offres, en termes de qualité, le parc qui a vraiment dépéri. Donc je ne pense pas que ce soit un dispositif qui soit étendu très rapidement et à l'ensemble de la France. Et si votre crainte c'est vraiment ensuite de tomber sur un mauvais payeur, mais rassurez-vous, il y a une solution qui est une solution assurantielle, assurance loyer impayé, pour un coût somme toute modique entre... Par de Visal notamment ou d'autres... Oui, il y a des opérateurs qui vous proposent la garantie effectivement au loyer impayé. C'est un coût de l'ordre de 2,3 à 3,7% du montant du loyer chargé. Là-dessus, vous pouvez dormir tranquille. Vous avez de toute façon une garantie qui est versée tous les trimestres généralement. Donc il y a peut-être un petit effort de trésorerie à prévoir, mais vous êtes couvert en cas effectivement de loyer non payé. Mais effectivement, entre le Pinel et Airbnb, c'est pas du tout la même approche d'investissement. Ça n'a absolument... sur du Airbnb, vous êtes sur la location meublée en plus. Donc il y a un effort d'investissement supplémentaire pour équiper votre logement. Très bien. Merci à tous, merci beaucoup Franck Vigneault. Merci Olivier, merci beaucoup. Directeur du laboratoire de l'immobilier qui est à la pointe en tout cas des analyses sur le neuf en France et même peut-être en Europe. Je crois qu'il y a des projets dans le domaine, ça vous nous en direz plus la prochaine fois. Merci en tout cas à vous. On se retrouve et rendez-vous vendredi prochain ici même avec un expert et la semaine prochaine, petite surprise, on parlera de l'international, on parlera de New York, de l'île Maurice, de Londres, de Lisbonne. Rendez-vous sur l'investissement à l'international. D'ici là, très bonne journée, bon week-end et donc à très bientôt pour des prochaines Clés de l'Immo.